Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire en particulier, mais aussi dans cette série de webinaires qui s'appelle l'agroforesterie en action. Vous l'avez compris, on ne va pas s'arrêter là. On inaugure aujourd'hui une nouvelle façon finalement d'échanger les pratiques, les bonnes pratiques du terrain et puis de partager, hein. Donc voilà, ce sera assez synthétique à chaque fois. Il y aura une thématique, quelques intervenants phares sur le sujet. Et comme l'Association française d'agroforesterie ne travaille jamais toute seule, quand elle fait des webinaires, elle associe là aussi les parties prenantes, partenaires, membres du réseau. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir avec nous Marion Pertusa de l'Italie et Philippe Guillet, qu'on ne présente plus, parce qu'il est un peu imprésentable, irremplaçable, mais voilà, spécialiste des parcours volailles agroforestiers, avec quelques décennies d'expérience, donc ça vaut de l'or. Donc voilà, aujourd'hui, on va inaugurer, donc, comme je disais, cette série de webinaires. C'est la vôtre, hein. Si vous avez également des sujets que vous souhaitez aborder, partager, n'hésitez pas, hein, puisqu'il y aura une récurrence. Alors, ça ne sera pas tout le temps le mardi entre midi et deux, mais ce sera probablement toujours sur ce créneau horaire à peu près. L'idée étant, encore une fois, de permettre un peu à tout le monde de passer une tête, comme on dit. Et puis, vous l'avez vu, c'est enregistré, donc ce sera aussi en replay accessible pour tout le monde. Voilà, donc pour l'introduction, aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire de la poule et de l'œuf, que vous connaissez, mais on va finalement l'aborder sous un autre jour et un jour un peu prospectif, en parlant de climat, de changement climatique et de performance des élevages aussi, face à ce qui nous arrive devant. Et que vous connaissez par cœur. Alors, le parcours volaille agroforestier, ça n'a rien de très nouveau, surtout quand on est dans le sud-ouest, hein. On connaît ça quand même assez bien. Vous savez que l'association a un historique dans le sud-ouest, même si aujourd'hui elle travaille un petit peu partout en France, y compris d'ailleurs sur ce sujet des parcours volailles, avec des parties prenantes qui sont sans doute là aujourd'hui. Mais voilà, mettre des poulets sous des arbres, c'est pas l'invention du XXIe siècle, et pourtant, c'est pas encore fait tout le temps dans les règles de l'arbre, comme diraient certains. Parfois, c'est pas fait du tout, alors pour plein de raisons qu'on analysera aussi. Mais le sujet aujourd'hui, c'est le sujet du microclimat. Bien sûr, il y a aussi tous les autres sujets parallèles, hein, du cycle de l'eau, le recyclage des effluents, la biodiversité, le carbone, le bien-être animal, la qualité des produits éventuellement. Bon, voilà, on ne va pas brosser l'ensemble parce que ce serait trop général. Le sujet d'aujourd'hui, encore une fois, c'est le climat, le bien-être animal et la performance des élevages. Alors, on va successivement avoir 3 présentations d'un quart d'heure à peu près chacune. Et puis, vous aurez une demi-heure pour vous exprimer parce que vous êtes aussi intervenant de ce webinaire, hein. Le but, c'est de partager, c'est que vous ayez la parole. Et on aura une demi-heure derrière où on pourra vous laisser la main. Vous pouvez aussi poser à l'écrit des questions pendant les présentations et on les triera, on les présentera à la fin. Si vous souhaitez prendre la parole plutôt à l'oral, ce sera également possible le moment venu. Merci à tous d'être là et donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Marion Pertusa, si ton micro est Oui, fonctionnel. vous Et donc m'entendez? On tu m'entend bien. représentes aujourd'hui l'Italie, partenaire essentiel pour nous, hein, puisqu'on a fait beaucoup de choses ensemble et dernièrement, notamment dans le cadre du projet Devance. Il faut le préciser, c'est quand même un des projets les plus récents, hein, dont certains résultats vont vous être présentés aujourd'hui. Donc sur les parcours volailles dans le Grand Sud-Ouest notamment, et avec le financement de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Donc très important de préciser aussi que tout ça ne se fait pas sans le soutien de financeurs privés, publics. On a aussi dans ce projet, on a eu l'appui technique de la Chambre d'agriculture du 47 du Lot-et-Garonne. Donc merci à tous et Marion, à toi pour ouvrir le bal. Merci Fabien. Alors je vais passer le diapo. J'espère que ça fonctionne. Ça Voilà. fonctionne, on t'entend bien, on voit bien. Bon, parfait. Donc bonjour, donc, comme l'a précisé Fabien, donc, moi je travaille à l'ITAVI, donc, qui est l'Institut technique de l'aviculture. Donc moi je suis basée dans les Landes à Mont-de-Marsan et je vais vous présenter en fait les résultats d'un projet
qui a eu lieu en Auvergne-Rhône-Alpes et donc qui a été financé par la région Aura et le CNR, la Compagnie nationale du Rhône. Et c'est un travail que j'ai réalisé avec mes collègues Yann Guyot, Alice Marchandeau et Anthony Dean, et en partenariat avec Agroof. Donc juste pour introduire le sujet, donc l'influence de l'arbre, ça a surtout été étudié en fait dans la littérature dans un contexte forestier. Donc juste pour repréciser les caractéristiques, mais que certainement que vous connaissez. Donc l'arbre, c'est connu pour réduire la vitesse du vent. Donc ça, c'est assez dépendant des types d'arbres qui sont présents et de la densité. Mais globalement, c'est une caractéristique qui est assez connue avec une réduction jusqu'à moins 60% de la vitesse du vent sur une distance de 12 à 15 mètres à la hauteur des arbres. La deuxième caractéristique qui est assez connue dans un contexte forestier, c'est l'effet de rafraîchissement, qui est à la fois lié à l'évapotranspiration et aussi à la captation du rayonnement solaire. Donc, en fonction des études, globalement, on retrouve des réductions de 4 degrés dans des milieux avec des arbres dans des journées chaudes et une température aussi moindre au niveau du sol. Et l'évapotranspiration, qui est une caractéristique notable des arbres et qui permet aussi du coup un certain refroidissement de l'air et aussi une certaine augmentation de l'humidité. Et enfin, ce qui est assez connu aussi, c'est l'effet isolant des arbres. Alors ça, c'est aussi présent dans les forêts avec des amplitudes thermiques. Donc là, c'est du coup les températures de 19 heures jusqu'à minuit dans une journée chaude dans le mois de juin. Donc, on a comparé un système agroforestier avec une cinquantaine d'arbres par hectare, donc qui est un système assez classique, versus une prairie, donc sans arbres. Et on voit bien que du coup, la diminution de la température est beaucoup plus importante en système sans arbres. Donc, il y a un effet isolant des arbres qui est aussi notable. Donc ça, c'est globalement les grandes caractéristiques des systèmes arborés, donc ils sont étudiés notamment en système forestier. Et on s'est posé la question de ce qui se passait du coup dans les parcours de volailles. Et donc, comme vous le savez, les parcours de volailles, il y a des typologies d'aménagement qui sont assez contrastées, assez diverses. Donc, on va avoir des parcours où il y a rien ou quasiment rien sur les parcours en termes d'aménagement arboré jusqu'à des systèmes très complexes avec des arbres, des haies, voire des systèmes forestiers comme on peut retrouver chez nous dans les Landes où il y a par exemple des cabanes mobiles dans des forêts. Et donc, on a essayé d'étudier ça, de voir ce que ça donnait donc, sur les parcours. Donc là, on a pris donc, en Aura, donc, qui est une région qui est assez exposée à la chaleur, on a pris 6 parcours et on a collecté les données de température et d'humidité au cours des mois de juin, juillet, août, septembre de 2022, qui était une année de référence puisque c'est une année qui a été très chaude et qui est du coup intéressante pour étudier ça. Donc pour étudier ce qui se passait dans les parcours, on a utilisé l'indicateur de THI. Donc c'est un indicateur en fait qui est assez intéressant, qui permet de coupler la température avec l'humidité pour donner des seuils de ressenti de stress thermique potentiel pour les animaux. Donc ici pour les volailles. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, plus la température et l'humidité sont importantes, plus la sensation d'inconfort pour l'animal est importante aussi. Donc, on va de seuils d'absence de risque jusqu'à des seuils de risque très sévères où là, il y a quasiment des risques de mortalité pour les animaux avec la chaleur et l'humidité. Donc 2022 qui a été une année particulièrement chaude et particulièrement sèche, donc intéressante pour étudier ce qui se passait sur les parcours. Donc là, je vais vous présenter quelques exemples du coup un peu descriptifs sur des parcours qui ont été étudiés et ensuite on a essayé de faire une synthèse globale. Donc là, voici un parcours assez type, donc avec quelques arbres qui sont disposés surtout en sortie de trappe, puis une zone un peu plus de prairie avec un couvert végétal et du coup pas de zone arborée. Donc en rouge, vous avez les données qui sont collectées sous les systèmes arborés et en bleu, les données plutôt type témoin, donc en zone prairie. Donc là, c'est les moyennes horaires sur tout l'été 2022 et on constate de façon assez visuelle que sur les périodes donc les plus chaudes de la journée, donc ici de 10 h à 16 h, on a une large réduction de la température du coup au niveau des capteurs. Donc les capteurs, ils ont été placés environ à 1 mètre du sol. Voilà. À peu près pour vous donner une ordre d'idée. Donc là, on a une réduction de 4 degrés à peu près en moyenne sous les zones arborées sur ce parcours-là.
Et donc, quand on transforme ça sous forme de THI, donc sous forme d'indicateur de stress, bah, ça fait une réduction qui est assez notable puisque la zone sous les arbres, en fait, elle passe légèrement à la zone de risque sévère, mais elle va pas très très loin. Et donc, on a quand même une réduction d'exposition à un stress thermique sévère de 4h30 en moyenne sur la période estivale. Donc, c'est assez parlant, en fait, c'est assez visuel par rapport à ça. Ici, on a un autre parcours. Donc là, c'est vraiment un parcours forêt, donc avec une densité d'arbres qui est très, très importante. Donc, idem, en rouge, vous avez les données qui ont été collectées sous la zone arborée. Et en bleu, donc c'est une zone témoin. Donc là, c'est dans un champ, juste pour avoir un indicateur, du coup, sans arbres. Et de la même manière, on voit vraiment un contraste assez net sur les périodes très chaudes, où on a ici une réduction en moyenne de 5 degrés sous les zones arborées. Et donc, voilà, sur la partie de stress thermique, donc en convertissant en zone de THI, on a une nette réduction de l'exposition à un risque sévère de stress. Donc, c'est assez parlant par rapport à ça. Enfin, un dernier exemple, donc là sur un autre parcours où on a placé un petit peu plus de capteurs. Donc ici, vous avez en orange des capteurs qui ont été placés sous les arbres qui sont en sortie de trappe. Vous avez en bleu des capteurs qui ont été positionnés sous la haie. En violet, les capteurs qui ont été positionnés sous une prairie, donc avec un couvert. Et en vert, c'était en zone intermédiaire. Donc là, c'était une zone avec un sol nu, vraiment entre la zone arborée et la zone de la haie. Et donc, vous avez à droite, du coup, ce que ça a donné en termes de température moyenne horaire. Donc, globalement, les capteurs, donc les températures, on va dire sous la haie et sous les arbres, sont amoindries de 4 à 5 degrés par rapport à la zone prairie. Et ce qu'on a constaté, c'est que la zone enclavée, donc la zone en verte, avait des températures les plus chaudes, donc supérieures aussi à ceux qui avaient été relevés dans la prairie avec le couvert. Donc, ce qu'on a fait comme hypothèse, c'était que bah, le sol nu, du coup, il y avait une moindre absorption du rayonnement solaire, donc potentiellement un sol un peu plus chaud. Et aussi, c'était une zone enclavée, donc avec potentiellement une circulation de l'air qui était amoindrie. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, donc mettre des arbres, c'est bien, mais de réfléchir aussi à à la couverture du sol et aussi à comment l'air circule dans le parcours, c'est aussi très important, puisqu'on voit bien ici que la température relevée, du coup, dans cette zone enclavée et avec un sol nu, est supérieure à la zone prairie avec couvert. Donc, c'est assez intéressant de se dire que du coup, l'aménagement doit être aussi réfléchi pour une bonne circulation de l'air et que le couvert végétal est aussi important dans bah, le maintien d'un microclimat un petit peu propice. Et donc, ça donne bah, du coup sur le THI des choses assez intéressantes avec un risque très sévère qui est obtenu sur les zones enclavées, du coup entre la haie et le, et les arbres. Donc voilà pour des exemples qu'on a relevés sur des parcours. Et ensuite, on a essayé de synthétiser toutes ces données-là et surtout d'essayer de projeter de ce que ça pouvait donner dans des climats futurs. Donc là, on a pris bah, la TRAC, qui est la trajectoire bah, du coup de référence du réchauffement climatique. Donc c'est mon collègue Yann qui a réalisé ce travail. Et on a essayé de voir, de simuler en fait ce que ça pouvait donner dans des climats qu'on va avoir d'ici 30 ou 50 ans. Donc là, vous avez un premier schéma. Donc en abscisse, vous avez du coup les données météorologiques qui ont été relevées donc, dans les stations météo les plus proches des parcours concernés. Et en ordonnée, vous avez les données qu'on a relevées sur les parcours, avec du coup en bleu les données qu'on a collectées sous les zones arborées et en jaune orangé les zones qu'on a collectées sous les prairies en fait sans zone arborée. Donc, ce qu'on a remarqué, c'était que du coup, les données collectées en station météo étaient corrélées aux données sous les arbres, collectées sous les arbres, puisque ce sont des données qui sont souvent collectées sous des abris, en fait. Donc, c'est en zone ombragée. Et ce qu'on remarque, c'est que du coup, la température qu'on a collectée en zone prairie, donc sans zone arborée, au-delà de 20 degrés, ben, elle augmente considérablement du coup par rapport à des zones non arborées. Donc ça, c'est assez parlant. Et donc, quand on essaye de projeter ça à des échelles du coup climatiques d'ici 2030 puis 2070, donc là, vous avez à gauche du coup les simulations d'indicateurs de THI. Donc avec en vert un THI où il n'y a pas de risque de stress, jusqu'en rouge où on a un risque très sévère, du coup potentiellement létal pour les animaux. Donc on voit bien que sans arbres, en fait, avec les climats futurs,
la proportion de jours, donc ça c'est quand en été, la proportion de jours avec des risques de stress sévères, voire très sévères, et très très conséquente, notamment dans des climats à l'échelle 2070. Et on voit bien qu'avec de l'arbre, ça permet de diminuer considérablement ce stress-là. Donc ça, c'est un schéma très parlant et qui montre bien que l'arbre, c'est vraiment un levier qui est très important pour s'adapter au climat futur dans les productions agricoles plein air, donc avec des réductions possibles de stress. Voilà pour ça. Donc en bilan de ce qu'on a pu constater, c'est que l'arbre a un effet très intéressant sur le microclimat du parcours en période chaude et des effets intéressants qui sont notables si on projette avec les climats futurs qui nous attendent d'ici 30 à 50 ans. Et que c'est aussi important de réfléchir du coup à la conception du parcours pour aussi réfléchir à comment voir comment l'air circule au sein du parcours et de considérer aussi le couvert végétal dans le système d'aménagement. Donc nous, dans les pistes de travail à venir, on voudrait du coup compléter ces données et d'intégrer aussi la partie animale, du coup de compléter avec l'observation des comportements des animaux, voir là où les animaux vont aussi en préférence en fonction des zones d'aménagement. De pouvoir aussi affiner le travail en fonction des types d'aménagement, puisque là, on a fait, on va dire, arbre versus non-arbre, mais d'affiner ça en rajoutant du coup ce qui peut se passer avec des systèmes plutôt de haies, de voir un peu plus de diversité des typologies d'aménagement et de compléter ça, notamment à ce qui est fait dans d'autres structures, notamment à la FAF, compléter ça avec du coup à une échelle un petit peu plus nationale pour avoir une idée un peu plus globale de ce qui se passe. Et voilà pour ça. Et de travailler aussi sur la partie bâtiment, qui est une partie importante à considérer, notamment l'impact des arbres à proximité des bâtiments sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà pour notre travail. Merci beaucoup. Merci Marion, c'était très clair, je pense. Je propose, j'ai pas vu de questions brûlantes là dans le chat, donc je propose de tout de suite poursuivre avec Emma Pergaman. Donc tu es chargée de projet à l'Association française d'agroforesterie et tu vas nous parler d'expériences un petit peu similaires mais dans le sud-ouest avec une focale sur le rôle des différentes infrastructures agroforestières. C'est ça. Est-ce que vous À toi la voyez parole. tous mon écran? On voit très très bien, oui, et on t'entend. Nickel. Parfait. Et ben c'est ça. Ça va continuer un peu la démonstration qu'a fait Marion. C'est effectivement, moi, je vais vraiment m'intéresser aux différents éléments arborés du parcours. Donc, c'est parfait. Je prends la continuité. Je n'ai pas besoin de repréciser dans quel cadre a été fait le projet parce que tu l'as très bien présenté, du coup, déjà, Fabien. Donc, c'est des données acquises dans le cadre du projet de Vence, dont je vais vous parler, qui était en Nouvelle-Aquitaine, principalement de 2022 à 2024. Du coup, nous, la question qu'on s'est posée, c'est qu'on voulait mesurer en fait cet effet bioclimatique sur l'arbre et voir l'impact que ça avait sur le bien-être animal. Et pour ça, on s'est dit qu'on voulait le faire sur des parcours qui étaient diversifiés, avec des productions différentes. Donc, on a travaillé avec la Chambre du Lot-et-Garonne et donc on a trouvé 3 parcours volailles, poulets de chair dans le Lot-et-Garonne et 3 parcours palmipèdes dans le Lot-et-Garonne. Ensuite, on s'est dit, c'est dommage. Nous, on est dans le Gers et on connaît aussi des pionniers qui font des parcours volailles depuis plus de 25 ans et qui ont des parcours vraiment très bien développés. Donc, on a décidé de les inclure. Donc, l'étude, en fait, a inclus aussi 3 parcours volailles supplémentaires. Donc, ça nous fait 9 parcours dans l'étude. Ensuite, une autre observation, c'est qu'on s'est dit qu'on voulait prendre en compte dans notre étude des parcours qui étaient développés, matures. Donc, on a positionné, en fait, pour avoir cet effet bioclimatique, on a positionné 56 capteurs de température et d'hygrométrie. Et en fait, ces capteurs, on voulait les positionner sur des sujets déjà développés, donc des sujets déjà d'au moins 5 ans, des sujets de 1,80 m de hauteur de tronc, et avec une circonférence entre 8 et 10 cm, pour en fait avoir vraiment la différence en termes d'ombrage, suivant les structures. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait qu'on teste différentes possibilités qui apparaissent souvent dans un parcours. Donc, on a positionné des capteurs dans des bosquets, on a positionné des capteurs dans des haies, feuillus de résineux, on a positionné des capteurs dans des arbres isolés et on a positionné des capteurs en termes de forêt et de sous-bois.
Mais on s'est aussi dit qu'on voulait les comparer à du plein soleil, mais du vrai plein soleil. Donc, du plein soleil, c'est-à-dire en dehors de toute ombre portée d'un autre élément, donc à au moins 30 mètres de tout élément ligneux. Et on s'est dit aussi, mais qu'est-ce qui se passe aussi quand on passe d'un bosquet à une haie, d'un bosquet à un arbre isolé? Et ça, c'est ce qu'on a appelé des zones de transition. Donc, on a positionné ces capteurs, par exemple, à 3 mètres d'un arbre isolé. Quand la plantation était nord-sud, on l'a positionné au sud. Et quand la plantation était orientée est-ouest, on a positionné ce capteur à l'ouest. Tous les capteurs aussi, donc, qui ont été positionnés, ils ont été positionnés à 1 mètre de hauteur. Parce que, bah, comme vous savez, la volaille, elle est curieuse, donc elle aurait pu picorer, par exemple. Voilà. Ça, du coup, c'est un exemple de parcours. Donc, j'ai pris l'exemple d'un parcours dans le Gers. Donc, c'est un parcours poulet de chair avec type bosquet et arbre donc alignement d'arbres isolés. Donc, vous pouvez voir nos capteurs donc, sur les bosquets donc en bleu, des capteurs en vert sur des zones de transition, c'était en bleu, les bosquets en vert et nos zones de plein soleil en jaune. Et c'est ma collègue, du coup, vous pouvez voir aussi du Lot-et-Garonne qui a positionné des capteurs. Donc en tout, ces capteurs, on les a laissés de juillet à septembre, donc début juillet à fin juillet à fin septembre. Et c'est des capteurs qui ont pris des températures d'hygrométrie et de température toutes les 5 minutes, en 24 heures sur 24. Donc ça nous faisait 623 000 données qui ont ensuite été traitées statistiquement pour voir s'il y avait des différences significatives ou pas entre les modalités et entre le plein soleil, ce qui a été le cas. Et donc je vais vous présenter quelques résultats. Donc tout d'abord, les structures arborées, donc les effets des structures arborées. Donc là, ce qu'on observe, c'est que l'évolution, donc vous observez que chaque ligne correspond à une modalité. Donc en rose, on a le plein soleil, après on a la zone de transition, l'arbre isolé en bleu, en vert, on a le bosquet et le sous-bois en jaune, et on finit par la haie. Tout au long de notre période de données de campagne. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a une évolution parallèle des courbes pour toutes les modalités, ce qui en fait indique que les variations météorologiques, elles suivent des tendances similaires entre les sites, donc ça, c'est déjà un bon signe. Ensuite, les valeurs, elles diffèrent clairement selon les structures arborées du parcours. La modalité de la haie, donc en rouge, que vous voyez, elle reste systématiquement la plus fraîche sur l'ensemble de la période, avec un écart moyen de 2,1 degrés par rapport à du plein soleil. À l'inverse, le plein soleil, du coup, et la zone de transition, elle présente des températures plus élevées tout au long de la campagne de données. Cependant, lors des pics de chaleur, donc que vous pouvez voir ici, ici et ici et ici, on a des écarts qui se creusent et qui atteignent, par exemple, jusqu'à 6 degrés de différence entre une haie et du plein soleil. Les arbres isolés, eux, ils sont toujours au milieu, ils occupent une position un peu intermédiaire, mais restent plus proches du plein soleil que, par exemple, les différentes structures arborées plus denses. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, ce graphique, il met en évidence l'effet amortisseur thermique lié à la densité foliaire et à la continuité de la végétation. Plus la structure arborée est complexe et dense, plus la variabilité thermique, elle est réduite. Ensuite, quand on s'intéresse cette fois-ci à l'humidité relative, là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une inversion des courbes. On a nos haies et nos bosquets qui présentent systématiquement des valeurs d'humidité relative plus élevées. On a des zones de transition et de plein soleil qui affichent des valeurs plus faibles. Donc, on les voit, elles sont toujours en dessous. Ce qui confirme qu'en fait, le microclimat, il est plus sec dans les zones ouvertes. Ensuite, on observe aussi que les écarts ils deviennent particulièrement visibles lors des périodes les plus sèches, comme le graphique précédent, où les structures arborées, elles maintiennent une humidité relative plus stable. Les arbres isolés, eux, ils montrent une amélioration limitée par rapport au plein soleil. Donc, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que ces résultats ils suggèrent que la densité végétale, elle agit non seulement sur la température, mais aussi
sur l'humidité ambiante et ce qui va créer un microclimat plus favorable. Après, finalement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement de regarder la température et l'humidité séparément, c'est de regarder la combinaison des deux, donc le stress thermique réellement ressenti par la volaille. Donc là, en fait, c'est un graphique qui va présenter, c'est ce qu'on appelle une heat map, c'est un graphique qui présente l'évolution de l'indice de stress thermique, donc le THI que vous a présenté Marion, en fonction des différentes modalités dont je vous ai parlé, qu'on retrouve ici, et des périodes de la journée. On a séparé 4 périodes, donc on a la période de minuit à 6 h du matin, celle de 6 h à midi, celle de 12 h à 18 h et celle de 18 h à minuit. Donc, les données, elles montrent que toutes les modalités, elles suivent les mêmes dynamiques journalières tout au long de la journée. Elles augmentent progressivement en THI jusqu'à un maximum de midi 18 h, ici, ce qui correspond aux températures les plus élevées, dont je vous ai parlé précédemment. Durant cette période critique, en fait, on a du plein soleil qui va atteindre un THI de 78, donc les volailles vont être stressées très sévèrement. On va avoir des zones de transition qui vont présenter des valeurs très proches, en fait, par rapport à du plein soleil, avec un THI de 77. On va avoir également des arbres isolés qui vont afficher un THI intermédiaire de 74. Donc, on commence à réduire, mais pas beaucoup non plus. Donc, on reste en stress sévère. Donc, en fait, l'arbre isolé, il va reproduire les caractéristiques des situations ouvertes de plein soleil et de zones de transition. Et à l'inverse, on va avoir des structures arborées plus denses, comme le bosquet, le sous-bois ou la haie, qui maintiennent des niveaux de stress thermique plus faibles. En dehors de cette période chaude, notamment entre 18 h et minuit ou durant la nuit, on va avoir des THI qui vont diminuer et qui vont être autour de 60-65%, ce qui va traduire une absence ou un faible niveau de stress selon en fait, les éléments arborés du parcours. Donc finalement, ces résultats ils montrent que la structure arborée, elle influence directement le niveau de stress thermique ressenti par les volailles. Plus la végétation est dense, plus elle est continue, plus le THI reste contenu et modéré, en particulier durant les heures critiques de la journée. Les arbres isolés apportent un effet modérateur, mais insuffisant pour éviter les situations de stress sévères lors des pics de chaleur. En fait, cela confirme que ce n'est pas simplement la présence des arbres qui compte, mais leur structure et leur continuité dans le parcours, qui va vraiment avoir une incidence. Ensuite, on s'est dit, bon là, c'est sur toute la campagne de données, qu'est-ce qui se passe vraiment pendant un pic de chaleur, pendant un pic de canicule. Donc là, on a pris la journée la plus chaude qu'on a eue pendant notre campagne de données, donc c'était le 11 août 2024, et on a observé ce qui se passait. Donc, ce qu'on observe, c'est que les températures moyennes, elles varient fortement selon les éléments arborés et selon les différentes modalités. Donc là, vous pouvez avoir à droite cette évolution et on l'a traduit en fait en heatmap. Donc, entre 12 h et 18 h, le plein soleil, il atteint des températures de 45 degrés maximales. À l'inverse, on a des structures arborées, donc plus denses, comme la haie ou le sous-bois, ou même le bosquet, qui maintiennent des températures autour de 35-38 degrés sur la même période. Ça représente en fait un différentiel qui peut atteindre jusqu'à 10 degrés, plus de 10 degrés de différence entre du plein soleil, par exemple entre la haie et le plein soleil. Proche de 10 degrés, pareil pour le sous-bois, et proche de 9 degrés entre un bosquet et même du plein soleil. En fait, ces écarts, ils sont vraiment très marqués pendant les périodes les plus chaudes, et après, vous voyez, ça diminue, et ensuite, en fait, les valeurs se rapprochent tout au long de la soirée et durant la nuit. Ce que montrent en fait ces résultats, c'est que ce n'est pas simplement l'arbre qui fait l'ombre, mais c'est la structure arborée qui change complètement le ressenti climatique vécu par l'animal.
Donc finalement, donc ça c'est une petite conclusion sur les différences observées et ce que montrent les données. Si je devais résumer en une phrase ce que vous voyez écrit à l'écran, c'est que l'arbre, il ne crée pas seulement de l'ombre, il transforme le climat du parcours. Après, on a encore des axes de travail qui sont à étayer. Par exemple, là, on a eu une campagne de données sur 2024. Qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? Est-ce que ces structures sont aussi utiles? Qu'est-ce que ça induit sur le comportement de la volaille? Parce qu'effectivement, trop d'humidité, c'est pas bon non plus, comme on le sait. Ça serait bien d'acquérir des données supplémentaires en été dans d'autres espaces, donc dans d'autres départements et d'autres régions, ce qu'a souligné Marion plus tôt pour compléter et appuyer les résultats qui ont été soulevés. Ensuite, maintenant qu'on a le lien avec ce stress thermique, qu'est-ce que ça implique au niveau performance, donc au niveau indice de consommation pour les volailles? Qu'est-ce que ça implique au niveau ponte des œufs? Qu'est-ce que ça implique au niveau gain moyen quotidien? Ça, c'est des questionnements qu'on se pose et on aimerait avoir des données en plus. Et ensuite, par exemple, pour en termes d'économie, est-ce que le fait d'avoir des arbres à proximité, enfin des éléments arborés à proximité d'un bâtiment, ça va engendrer, par exemple, des économies de chauffage sur l'hiver ou des économies de climatisation. Ça, c'est un peu les axes qui sont en réflexion et qui on va prochainement peut-être pouvoir travailler. Donc, je vais bientôt passer la main à Philippe et je vais finir en disant finalement, la question, c'est peut-être plus faut-il planter? Parce que là, on vient de démontrer quand même avec Marion que l'intérêt de l'arbre, mais c'est comment concevoir des parcours efficaces. Et je Exactement. laisse la place à Philippe. Merci Emma. Et donc, oui, ça montre bien que tout ça, c'est logique. Effectivement, hein, l'arbre fait de l'ombre. Il fait un petit peu moins chaud sous les arbres, un petit peu plus humide. Alors, en tendance, on n'est pas surpris du résultat, mais au moins, on a des chiffres. Et on a des chiffres, comme vous l'avez compris, dans différentes régions de France, donc dans différents contextes climatiques. Et ça nous montre bien que tout ça, c'est un métier parce que si on avait le pendant en hiver, par exemple, on serait très content d'avoir des espaces ouverts ou de transition, etc. Et donc, quand on aménage, en fait, voilà, il faut faire avec tout ça, le cycle des saisons, la réalité du sol, du climat, l'envie aussi de l'agriculteur, ses compétences, le temps qu'il a y passé. Bref, Philippe, à toi la Oui. suite. Tout ça ne s'improvise pas, si j'ai bien compris. Non, 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 merci. Donc, Emma, c'est toi qui feras avancer les diapos, s'il te plaît, comme prévu. Oui. Donc, effectivement, l'expérience des éleveurs qui ont déjà réalisé des aménagements, le retour technique que nous avons, puisque certains se sont impliqués dans l'aménagement des parcours depuis une quarantaine d'années, nous montre, et les données que vous venez de présenter, Marion et Emma, montrent clairement qu'on n'est pas dans de la photocopie d'aménagement. Et c'est un peu ce que je vais essayer de développer maintenant. Donc, il faut clairement mener pour chaque parcours, pour chaque site, avec un certain nombre de données, mener une réflexion de façon à avoir une conception qui soit techniquement viable, réaliste, et dont la mise en œuvre soit aussi également réaliste, parce qu'on voit plusieurs types de comportements de type photocopie, c'est-à-dire donnez-moi vos exemples et je vais les dupliquer sur l'ensemble de mes élevages, ou chez moi je veux faire ça, envoyez-moi un modèle, et puis d'autres se disent mais je l'ai fait et ça marche pas. Ça ne marche pas soit à la plantation, soit dans les résultats obtenus tels qu'ils ont été présentés précédemment. Donc, il faut bien réfléchir au process d'aménagement et à la réflexion et porter, on va voir ce qu'il faut faire avant. Et puis, il faut se dire aussi que c'est pas parce que j'ai un petit élevage sous les seuils réglementaires de 50, 60, 100 poules, 200 poules, que je suis à l'abri de tout ça et que ça ne me concerne pas.
Souvent, dans les diapos qu'on montre, on montre des aménagements qui vont sur des grands élevages de 4 000, 6 000, voire plus, 12 000. Il faut se dire que tout élevage est soumis au changement climatique. Et donc, même les petits élevages vont avoir besoin de faire des aménagements. Alors, évidemment, ces aménagements ne seront pas identiques. Les process ne seront pas forcément toujours les mêmes. Mais il faut aussi se dire que quel que soit le mode d'élevage, quelle que soit la taille de l'atelier, c'est nécessaire. Diapo suivante. Alors cette multiperformance, puisque c'est comme ça qu'on a coutume, qu'on peut l'appeler, elle doit aussi prendre en compte d'autres paramètres. On est dans le changement climatique, mais il faut prendre en compte les pics de chaleur, mais pas seulement. Il faut aussi intégrer les risques de pluviométrie. Là, on le vit très clairement en ce moment. On a des effets chasse d'eau, on a des apports massifs d'eau. Donc, il faut aussi penser que l'aménagement devra intégrer la pluviométrie qui peut arriver aux 80 mm qui tombent sur un bâtiment, 400 mm qui tombent en quelques jours ou 200 mm qui tombent en quelques jours sur un parcours, sur un atelier volaille, c'est pas sans conséquence. Il faut aussi penser à l'intégration de tous ces ateliers que l'on développe parce qu'il y a un revenu à la clé, mais il y a un impact paysager. Et c'est toute la difficulté qu'il faut gérer, les attentes sociétales qui veulent des produits locaux, mais également le fait que ces ateliers n'impactent pas fortement la qualité de vie ou la qualité paysagère des lieux. Les élus sont souvent inquiets, de plus en plus inquiets de la multiplicité. Donc l'aménagement devra intégrer ça. Tout ça, ça doit se réaliser en respectant les principes de biosécurité, quels qu'ils soient. On pense tout de suite grippe aviaire, mais pas simplement. On pense aussi aux interfaces qui peuvent exister entre différents ateliers, par exemple un atelier bovin et un atelier volaille, ou d'autres ateliers. Il faut vraiment le prendre en compte dans la réflexion. Ce sont les éleveurs qui réalisent les opérations de plantation, les opérations de gestion de leur parcours, les opérations de rentrée et de sortie des volailles. Donc, la fonctionnalité, le côté pratique est déterminant. On ne parachute pas des arbres sans avoir intégré le fait que nos éleveurs ont un temps qui est de plus en plus délicat à gérer, hein, des plannings de travail, et donc il faut absolument être vigilant là-dessus. Dans tout ce contexte pédoclimatique, c'est-à-dire je ne parachute pas mes arbres n'importe où, n'importe comment, sans tenir compte du sol. Je ne vais pas acheter des plants sans savoir quel est le milieu dans lequel je vais devoir les implanter. Le climat va influencer aussi le développement de nos arbres et donc il faut l'intégrer dans la réflexion. Enfin, 2 points essentiels. Je vais mettre en premier la qualité de vie des éleveurs. On parle de bien-être de volailles. Je pense qu'il faut être aussi, et moi j'y suis sensible, aussi être très sensible à la qualité de vie de nos éleveurs. Leur inventer des usines à gaz, des aménagements ingérables ou quelque chose qui soit difficile pour eux. Il faut qu'ils en soient fiers de leurs aménagements, de leur atelier volaille, et donc ça doit être intégré. Et là-dedans, il y a, sans être vénal au plus haut point, il faut aussi penser aux objectifs de valorisation. Dans certains pays où le foncier coûte une fortune, imaginez de bloquer des parcours non aménagés qui ne produisent pas grand-chose d'autre que de permettre à des volailles de sortir sans intégrer les enjeux climatiques, mais aussi des enjeux de valorisation. C'est quelque chose de dommageable à la réflexion. Diapo suivante. Donc, les bases d'un bon aménagement sont claires aujourd'hui, on les cerne bien. En voici les idées majeures. Le parcours doit être bien dimensionné. Hein. Là, pour le bien-être et le fonctionnement de l'atelier, attention à la taille, à la surface qu'on met à disposition des volailles. Dans certains cas, il faut aller bien au-delà des normes qu'on a coutume de voir. Cette fonctionnalité doit s'exercer toute l'année. Ça a été évoqué et les travaux à mener tendent à
à comprendre encore un peu plus ce qui se passe en hiver. Nos amis américains aux États-Unis nous disent ben non, nous on met nos ateliers en forêt, mais en hiver c'est pas le top. Eh bien, le parcours doit être aménagé en tenant compte de cette fonctionnalité à tout moment de l'année, avec des moments un peu plus soft, un peu plus doux, le printemps et l'automne, mais des moments avec des extrêmes, l'hiver et l'été, et donc la fonctionnalité toute saison est fondamentale. Un des objets majeurs de la protection, c'est le vent, ça a été évoqué, et il faut neutraliser le vent au maximum, créer des microclimats, mais en parallèle aussi essayer de voir comment on peut générer des effets Venturi dans certaines situations en pic de chaleur. Là, ce sont des exercices qui ne sont pas toujours évidents. L'ombrage, ça a été indiqué précédemment. L'ombrage, on a coutume de parler d'une densité d'ombrage allant de 30 à 50%. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus précis? Parce que pour le moment, il y a encore des nuances entre Lille et Marseille et entre Strasbourg et Brest. Donc, on peut avoir des nuances et des pourcentages qui varient. Nos volailles, souvent, ont des difficultés à se guider dans le parcours. On peut penser en périphérie, mais le parcours doit aussi disposer d'aménagements à l'intérieur pour favoriser le déplacement à l'intérieur des parcours. Et on a coutume d'évoquer cette distance de 15 à 20 mètres qui est l'optimum que moi j'ai constaté, l'optimum d'aménagement d'un point d'ombre à un point d'ombre. Ça semble très efficace. Et c'est là qu'on a des éleveurs qui nous disent « mais j'ai planté dans le fond de mon parcours à 40-50 mètres du bâtiment et ça ne marche pas bien ». Eh bien tout simplement parce qu'on a dépassé les distances critiques de fonctionnalité des aménagements. Il faut bien protéger autour, à l'intérieur, pour sécuriser nos volailles. On parle bien-être au regard du climat, mais nos volailles ont souvent peur de ce qui leur arrive au-dessus de la tête. Et donc, protéger aussi par des aménagements, par des arbres qui ont un grand panache, c'est un moyen d'atteindre tous les objectifs. Souvent, les éleveurs qui ont réalisé des aménagements et qui nous disent que ça ne marche pas, eh bien souvent, c'est par défaillance de protection des aménagements contre l'agressivité des volailles. Nos volailles adorent se payer des écorces, des jeunes écorces très tendres, adorent gratter aux pieds. Les nids de poules, ce n'est pas une légende, et donc vont déstabiliser les systèmes racinaires, ou adorent se payer les feuillages bas. Et donc, protéger les aménagements que l'on réalise, c'est un gage de longévité des aménagements. Quelquefois, on a des protections qui sont retirées trop tôt, ou pas du tout des protections de protection, et là, on constate des échecs très cuisants dans les aménagements. Il faut imaginer que ça doit fonctionner dès la sortie des bâtiments. Qu'ils soient mobiles ou fixes, il faut faire en sorte que nos volailles ne se brûlent pas les pattes, par exemple en période estivale, en sortant des bâtiments. Sinon, elles seront rapidement conditionnées à limiter leur déplacement. Et donc, tout ça, ça passe aussi par un travail sur l'état de la prairie, sur son renouvellement, sur sa dynamique et sur sa diversité. Tout à l'heure, ça a été dit, sol nu, sol avec prairie, l'impact climatique n'est pas forcément le même. L'impact sur les autres données environnementales n'est pas forcément le même non plus, en particulier les lessivages et le ruissellement. Donc, voilà les bases d'un bon aménagement. Diapo suivante. Donc, le point de départ, c'est un bon diagnostic. Ce n'est pas un parachutage, ce n'est pas un aménagement vu à partir d'une photo aérienne sans un dialogue avec l'éleveur. Ce diagnostic, il doit être clairement, qu'il doit intégrer un certain nombre de données, le contexte pédoclimatique, le sol, l'exposition, la pente éventuelle,
l'orientation du bâtiment par rapport aux vents dominants et quels sont ces vents dominants. Dans notre contexte actuel de changement, c'est quelquefois difficile à déterminer. Il y a des vents dans tous les sens. Et donc, il faut être très attentif à tout ça. Mais pas seulement à ça. Il faut aussi intégrer dans certaines régions de France les risques de prédation qui peuvent être simplement le renard, mais qui peuvent être aussi l'autour des palombes, qui peuvent être tout un tas d'autres animaux qui exercent un impact sensible sur la production de l'atelier volaille. Il faut une fois de plus intégrer la notion de covisibilité. Mon atelier, je vois, mais je suis vu. Et il faut que si je prends en compte la dimension je suis vu, il faut que ce soit très bien traité du point de vue du contexte paysager. Dans le cas de l'accessibilité, des respects des règles de biosécurité, c'est gérer l'état des chemins, gérer aussi la gestion des eaux de pluie et de ruissellement sur le parcours qui vont influencer les conditions d'élevage. Et puis enfin, alors avec des nuances, avec là des débats, mais je pense qu'il est essentiel aussi d'intégrer dans la réflexion les risques naturels et artificiels, les risques liés par exemple à la présence de veines d'eau ou la présence de lignes à haute tension. Il faut absolument avoir un œil un peu critique là-dessus et un œil d'observation. Diapo suivante. Le projet qui mûrit doit, vous le comprenez, intégrer tout un certain nombre de dispositions, s'assurer que l'aménagement va prendre en compte tous les enjeux qui auront été identifiés. Donc, ce temps de dialogue avec l'éleveur sur site reste un élément majeur. Ces échanges. On n'est pas dans de la photocopie intégrale, on ne le dira jamais. Il faut aussi être capable d'anticiper. Implanter un parcours, un aménagement de parcours au-delà de la construction du bâtiment, c'est un peu dommage parce que quelquefois, l'orientation du bâtiment au regard des enjeux climatiques aurait pu conduire à des positionnements légèrement différents pour optimiser l'efficacité de l'aménagement et le positionnement du bâtiment. Intégrer aussi la bonne dynamique autour de la prairie, éventuellement pratiquer ce qu'on dit de temps en temps, un aménagement avec des structures de type pâturage tournant. Là, ça sous-entend qu'on a une surface assez disponible, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, comment on fait si je n'ai pas assez de surface? Et puis, intégrer un aménagement qui rentre dans le planning le temps de travail de l'acteur, de l'agriculteur. Quelquefois, on se fait plaisir, le concepteur peut se faire plaisir en inventant quelque chose qui tient plus de l'usine à gaz que d'un aménagement raisonnable au regard du temps disponible par l'éleveur. Donc ça, c'est la dimension humaine qui doit absolument intégrer les choix de l'éleveur. Et donc, on a tout un tas d'aménagements disponibles, on a tout un tas de choix techniques. Là, vous en avez, ils sont listés, les haies simples, les haies doubles, les bosquets, les arbres d'alignement, tout est possible. Le tout, c'est que tout ça, ça se marie bien avec tous les enjeux et avec la vision que peut en avoir l'agriculteur. Donc, chez l'un, ça va être le bosquet. Chez l'autre, ça va être le double alignement d'arbres. Chez d'autres, ça peut être des alignements de type verger, pour peu qu'il y ait un projet. S'il n'y a pas de projet, pourquoi aller mettre des arbres fruitiers? Donc, il y a vraiment une palette d'outils et dans le diagnostic vont émerger les bonnes stratégies à retenir pour réaliser des aménagements efficaces, en sachant qu'il faut quand même un petit peu de temps. Diapo suivante. Donc, soyons très, très vigilants sur la dimension des modèles. Dans le cadre des programmes CASDAR, on avait sorti des exemples d'aménagement avec des schémas. Chez ces schémas, qui ne sont que des pistes, ne sont pas reproductibles à l'infini. Chez certains, on sera plutôt dans des petits bosquets, d'autres plutôt dans des double haies, d'autres dans des haies simples. Donc là, il y a vraiment une réflexion à mener, propre à chaque éleveur, propre à chaque situation et à chaque contexte. Diapo suivante.
Une fois qu'on a conçu le projet, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est de bien respecter la mise en œuvre. Il y a un parcours sur deux qui pose des problèmes de performance, souvent parce qu'on s'est loupé. On n'a pas tout fait. J'ai planté, mais j'ai pas protégé. J'ai pas fait la préparation de sol adéquate. Je n'ai pas choisi les bons choix de plants. Ils n'étaient pas de bonne qualité. Je les ai pas protégés. J'ai pas mis les bonnes protections. On m'avait dit que je protégeais le plant, mais on m'avait pas dit qu'il fallait protéger les plaquettes de paillage que j'avais mis au pied. Et puis, on m'a pas parlé de la prairie. J'ai fait de la prairie qu'avec du régras et je l'ai semé dans de mauvaises conditions. Tout ça, ça repose aussi sur un respect de planification. La planification très tôt, l'anticipation et le respect de la déontologie technique d'implantation. Je ne vais pas chercher mes plants chez un pépiniériste le 15 février parce que j'ai oublié de faire mes aménagements. Dans le contexte actuel cette année, avec une pluviométrie telle qu'on l'a, oser planter sans avoir fait des préparations de sol en amont au bon moment, il y a de fortes chances que ça coince dans la performance et dans les résultats. Diapo suivante. Nombre de nos éleveurs ont réalisé des plantations depuis de nombreuses années, certains depuis 25, 30 ans, 40 ans. Il ne faut pas oublier que le végétal reste un être vivant qui nécessite un accompagnement, une dynamique de gestion, de renouvellement dans certains cas. Et la prairie, c'est exactement pareil. Entretenir la prairie, c'est quelque chose d'essentiel pour que mon parcours, que mes aménagements soient performants. Donc là, ça nécessite aussi du temps qu'il faut l'intégrer. Il faut intégrer ça dans le planning de travail de l'éleveur. Donc, dans le diagnostic, attention à ne pas faire des choses trop complexes qui vont coûter trop de temps, qui vont être très difficiles à piloter et qui finalement conduiront aussi à des échecs. Ce ne sera pas durable. Ça aura coûté quelquefois un peu cher pour des résultats qui ne seront pas à la hauteur. Diapo suivante. Donc, il est important de se dire qu'il n'est jamais trop tard. On peut toujours commencer. J'ai un parcours qui souffre, j'ai mes volailles qui souffrent du changement climatique, des montées en température, ça fait 20 ans, c'est trop tard. Non, 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 je peux m'y mettre tout de suite. Alors oui, il y a un temps de latence, il y a un temps de résultat. Aujourd'hui, moi, mon vécu, c'est qu'au moins 5 à 6 années sont nécessaires pour que les aménagements commencent à prendre leur pleine ampleur. Au regard des enjeux auxquels on est confronté, il est largement temps de s'y mettre. Moyennant quoi, on aura des résultats et des résultats dont les éleveurs sont très fiers. Dans le cadre d'un premier casse-d'art, il y a une vingtaine d'années, nos éleveurs avaient montré que ceux qui avaient fait des aménagements étaient à 95% fiers de ce qu'ils avaient fait. Fiers pour leur volaille, la performance de leur atelier. Et là, on a des données. Hein. Ça a été évoqué tout à l'heure, il faudrait compulser, mais on a déjà des données sur la performance en termes d'amélioration ou de préservation de la performance de ponte ou la diminution des mortalités. On les a, ces données. Et donc, globalement, ça contribue à conforter le revenu, ça contribue à conforter la fierté de l'éleveur. Et puis, dernière diapo, normalement. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut obtenir en termes de performance, de résultats. Voilà le cas d'une situation d'un éleveur qui s'y est mis il y a 25 ans, plus de 25 ans maintenant. Voilà une diapo qui a été réalisée avec Emma il y a 2 ans. Et donc, on n'oblige pas tout à faire tout de suite. Cette planification, cette programmation peut s'articuler sur de nombreuses années, mais quand c'est bien fait, les exemples sont là, c'est extrêmement performant, été comme hiver. Merci de votre attention. Ok, ben merci beaucoup Philippe. Alors, il y a énormément de questions et de mains qui se lèvent. On va essayer de traiter tout ça. Il nous reste une vingtaine de minutes. Oui. Peut-être pour résumer, alors déjà, vous parlez de ce qui est à l'écran. On ne peut pas tout traiter en un webinaire. Hein, des projets sur les parcours volailles,
comme je l'ai dit, il y en a eu plusieurs. Là, on évoque finalement les derniers résultats du terrain avec une approche très climat, microclimat, vous l'avez compris. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et donc, pour en savoir plus, pour avoir des exemples concrets, des témoignages, vous avez par exemple le magnifique guide Parcours Volaille agroforestier qu'on a édité collectivement il y a 2 ans, je crois, et qui est disponible sur le lien que vous avez là, mais que vous ne pourrez pas copier. Par contre, il va vous être mis, je pense, dans la conversation. Oui. Il y a aussi des formations, toujours avec l'irremplaçable Philippe Guillet. Alors évidemment, quand on ne l'arrête pas, ça peut durer plusieurs jours, hein. Mais à la fin, l'expérience montre que ça marche. Alors effectivement, ça marche, on peut le voir sous plusieurs angles et tout le monde le verra avant tout sous l'angle économique et de la performance vraiment zootechnique des élevages. Est-ce que là-dessus, les intervenants qui se sont exprimés, donc peut-être Marion et également Philippe, est-ce que vous avez des chiffres un peu, alors je sais qu'on les a, c'est pour ça que je vous tends la perche. Le THI, c'est très économique puisque c'est un indicateur de stress donc, qui va directement impacter toute la suite. Mais est-ce qu'on peut mettre ça en kilos de viande, en nombre d'œufs à l'année, en économie peut-être d'aliments pour les élevages et justement avec cette capacité à nourrir les animaux par la prospection du parcours, hein, les vers de terre, les petits fruits, les insectes. Enfin voilà, il y a aussi une économie à ce niveau-là. Quels sont les chiffres clés que vous avez en tête là par rapport aux précédentes études qui ont été réalisées depuis, comme tu l'as dit, Philippe, depuis 15-20 ans parfois? Marion, si tu veux, je Vas-y. parlerai après. Ouais, alors, alors nous, au niveau de l'Institut, je vais peut-être vous décevoir, mais on n'a pas, enfin, comment dire, on n'a pas forcément d'éléments compilés et solides sur ces aspects-là. On a pas mal, effectivement, de retours d'expérience à droite à gauche d'éleveurs qui, effectivement, constatent des améliorations techniques du fait des aménagements des parcours. Comme tu disais, Fabien, le THI est directement lié aux performances aussi. Mais clairement, nous, on va dire, c'est notre prochain axe de travail, c'est de pouvoir consolider ces éléments-là, puisque les performances techniques, comme tout le monde le sait, c'est assez multifactoriel et c'est pas forcément si évident que ça d'intégrer juste la partie parcours sur l'amélioration ou pas de performance, puisqu'il y a plein de choses qui y jouent. Donc voilà, de notre côté, on n'a pas forcément de chiffres consolidés, si ce n'est des retours d'expérience plutôt terrain. Et effectivement, c'est un vrai axe de travail qu'il faut qu'on entame. Voilà pour ce que je peux dire de mon côté. Très Moi, bien. Vas-y, Philippe. ce que je dirais, c'est que, par exemple, sur un atelier pondeuse, les éleveurs, moi, que j'ai pu rencontrer, évoquent souvent, lors de pics de température, des décrochages, pour ceux qui n'ont pas de parcours aménagé, de 20% de taux de ponte, par exemple. Alors que ceux qui ont des parcours aménagés, ils ne sont pas à zéro, mais ils disent qu'ils ont entre 2 et 5%. Donc ça, c'est assez fréquent. Ce qui est vrai aussi, parce que c'est leur retour, c'est leurs remarques, c'est les échanges avec eux qu'on peut avoir, c'est qu'ils constatent que pour remonter une pente, une chute de pente par exemple, importante, ça peut être de l'ordre de 15 jours, voire plus, pour remonter une courbe de pente qui a été impactée par un fort épisode climatique, par un pic de chaleur. Pendant ce temps-là, les volailles ont mangé. Pendant ce temps-là, si on a des lots de volailles anciennes, il y a pu avoir une mortalité importante. Et donc, la rentabilité économique, elle est là. C'est-à-dire, mes volailles ont mangé, mais elles ont moins pondu. Et donc, au final, j'ai combien de centaines d'œufs en moins, de milliers d'œufs quelquefois, et combien j'ai perdu d'animaux. Et donc là, c'est clairement de l'économique. On est dans l'économique à fond. Voilà un exemple concret. On pourrait aussi le mener sur des volailles de chair. On peut le mener sur toutes les volailles. Voilà. Et en marge de ça, si on est curieux et qu'on on fait le même type de stratégie sur des volailles, sur des vaches laitières, on obtient les mêmes tendances.
Oui, les animaux ont un peu tous la même physiologie, pardon, je cherchais le mot. Effectivement, et on en fait partie d'ailleurs, hein, en plein été, on est mieux sous les arbres. Peut-être en termes de chiffres aussi qu'on peut vous citer, sur un précédent projet, avait été analysé justement l'économie d'aliments, hein, en parcours aménagé, donc sur du poulet de chair et du canard, et on était pour les meilleurs, donc ça c'était dans le sud-ouest, mais globalement, encore une fois, c'est assez transversal. Pour les meilleurs, on allait jusqu'à 20-22% d'économie d'aliments. Quand on sait que l'aliment, c'est à peu près 60% du coût de production, hein, alors ça a peut-être un peu rebaissé là depuis quelques temps, mais c'est quand même un poste très important. Avoir 20% d'économie sur 60%, vous faites le calcul, hein, ça a un impact très important sur la marge nette ou brute, peu importe comment on la calcule. Mais c'est loin d'être anecdotique, hein, pour l'éleveur à la sortie, par rapport à ce qui lui reste comme résultat de son travail. Ouais. Sur l'alimentaire, on a mis, parce que là, on parle de volailles qui sortent sur des parcours aménagés. On avait aussi travaillé au début des années 2010 avec l'INRA, du Magniero, avec Karine Germain notamment, l'impact de volailles qui sortent et qui avaient à disposition, sur un parcours bien aménagé, la possibilité de puiser une partie de leur nourriture. Et les résultats, les travaux qui avaient été menés par Karine montraient que 10% de l'alimentation quotidienne, jusqu'à 10%, c'est pas 10%, c'est jusqu'à 10%. À partir du moment où on a des parcours bien aménagés, avec une vraie diversité, eh bien, 10% d'alimentation quotidienne peut être trouvée sur les parcours. Donc ça, c'est important. Par rapport au vent froid, moi, j'avais des données qu'on avait travaillées au milieu des années 90, hein, sur des bâtiments chauffés en volaille de chair, avec des prix du gaz qui n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Eh bien, là encore, on pouvait économiser de l'ordre de 400 à 500 euros de chauffage par bâtiment sur des 400 mètres carrés, ce qui était considérable à l'époque. Alors, j'ose pas imaginer Et aujourd'hui. encore, le gaz n'était pas cher à l'époque. Il n'était pas cher, il n'était pas Ouais. cher. Ok, bon, encore une fois, là, tout ce qu'on se dit là est quand même assez bien résumé dans le fameux guide dont j'ai parlé tout à l'heure, dont Philippe Guillet est un des auteurs d'ailleurs. Donc ceci explique cela. Parce que Philippe, tu t'es pas présenté, mais je crois que tu as accompagné combien de centaines d'éleveurs ou milliers, je crois. Ça chiffre un peu, quoi. J'ai commencé à faire des bêtises en matière d'aménagement d'élevage au milieu des années 80, fin des années 80. Quand je dis des bêtises, c'est parce qu'en fait, oui, on n'a pas tout fait bien, hein. Mais le fait d'y retourner, on a essayé de corriger et encore aujourd'hui, on corrige. Et on se sert de tout ce vécu chez les nombreux élevages. J'ai aussi la chance de travailler avec un acteur majeur de la production volaille en label rouge, en 4 lettres, qui commence par un E, L et qui termine par un E accent aigu. Et ça aide parce qu'ils m'ont permis aussi, moi, de me former efficacement sur le sujet. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour ces précisions. Alors, il y a des mains qui se lèvent. Magali, je crois, désolé, je ne vois pas votre nom, mais Oui, si vous voulez prendre la parole, bonjour, allez-y. je suis Magali Boissé. Je profite pour passer le bonjour de la part de mon mari, Kevin Boissé, qui avait travaillé justement avec Monsieur Guillet pour son mémoire de fin d'études. Le monde est petit. Bonjour à Kevin. Et je voulais juste témoigner parce que je suis éleveuse de poules pondeuses dans l'Hérault. Et chez moi, en fait, le parcours arboré était déjà en place. En fait, on est vraiment dans un parcours de garrigue. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu à faire d'aménagement. On a juste implanté des bâtiments dans des parcours de garrigue, en fait. Mais c'est complètement vital et primordial chez nous. Nous, on est dans des situations de pic de chaleur qui sont déjà extrêmes.
dans l'Hérault, hein. Là, on est monté à des 40-42 degrés et avec de la mortalité. Et sous les parcours, enfin, sous les arbres, arbustes de garrigues, etc., on pouvait descendre jusqu'à 8 à 10 degrés de moins. Donc, c'était complètement vital pour mes poules. On accentuait cet effet en arrosant un petit peu avec des réserves d'eau sous ces buissons. Et pendant 20 à 30 minutes après l'arrosage, sous ces buissons, les températures descendaient drastiquement. Et c'était juste vital, en fait. On y allait toutes les heures pour que nos volailles survivent, quoi. Et on a aussi constaté l'importance de ce parcours de garrigue sur la température directement dans les bâtiments aussi. Génial. Donc, Très bien. après, on parlait du facteur de l'alimentation. Nous, dans nos températures extrêmes, on en est plutôt à tout faire pour qu'elles mangent, pour justement essayer d'empêcher ces décrochages de ponte. Donc voilà, c'était juste pour témoigner. Très bien, ben, très Merci intéressant, merci beaucoup. Je pense que la parole vient toujours du terrain, enfin la parole la plus sage, entre guillemets. Donc merci. On a dans les questions, alors je ne crois pas qu'il y ait d'autres mains levées, mais dans les questions à l'écrit, on a des questions sur la biosécurité. Alors si j'essaie de résumer, globalement, est-ce que l'arbre a un impact positif, négatif ou neutre sur tous les enjeux de biosécurité, selon vos expériences respectives? Place à qui veut, hein, c'est pas moi qui distribue la parole. Tu veux y aller, Philippe? Ou... Pas forcément, c'est pas parole d'évangile. Moi, ce que je sais, c'est que au regard de la séparation des risques, par exemple, au titre de la biosécurité entre un atelier bovin et un atelier volaille, l'arbre est un élément vachement intéressant pour filtrer et limiter les risques de propagation en complément de toutes les mesures de biosécurité. L'arbre n'est pas l'outil parfait, idéal et autres. Moi, je suis dans un secteur où les volailles vont dehors depuis plus de 50 ans, avec des densités de bâtiments importants, avec des fruitiers ou pas de fruitiers et autres. Et je ne veux pas apporter la guigne aux acteurs locaux, mais on n'a pas alors qu'on pourrait considérer que le fait qu'il y ait des arbres et autres, des fruitiers, les volailles vont dehors et qu'il y a un risque majeur, il n'y a pas d'explosion jusqu'alors du risque de grippe aviaire lié à la présence des arbres. Voilà. Mais l'arbre est intégré au process biosécuritaire et on ne fait pas n'importe quoi. Enfin, les éleveurs font attention. Notamment, je pense qu'il y a notamment un enjeu quand il y a des fruitiers au-dessus et que les fruits doivent être récoltés, évidemment. Mais là aussi, les expériences existent et donc, voilà, il y a des règles, évidemment. Mais c'est faisable. C'est juste plus compliqué, effectivement, que d'avoir que des volailles ou que un verger, hein. Mais il y a aussi plein d'avantages sur le contrôle des ravageurs, sur l'autofertilité aussi du verger en question. Oui, il y avait une question. Alors oui, il y a la notion de est-ce que je ramasse les fruits dans l'arbre, ce qui est déjà différent de si ce que je les ramasse au sol. Est-ce que je peux laver les fruits au sol ou pas? Est-ce que je peux isoler un certain temps de la récolte, et avoir donc ça sous-entend des pâturages tournants, enfin des parcours tournants suffisamment dimensionnés? Il y a tout un tas de questions qui se posent. Mais voilà, c'est des notions d'aménagement, de réflexion. Et sur la grippe aviaire, tu confirmes qu'il n'y a pas d'explosion, mais qu'il n'y a pas non plus de miracle à l'horizon. On n'a pas découvert que l'arbre était un bon, comment on appelle ça, masque
Moi, je ne Anti-intrusion. suis pas technicien d'élevage et je crois qu'il là, il y a une vraie compétence quand on est avec quand les techniciens d'élevage. Ce que je constate et les remontées, c'est que l'arbre n'est pas un facteur de risque supplémentaire dans un contexte de biosécurité. C'est plutôt comme ça que je l'affirme. Après, tout ce qui va pousser au fait que les animaux explorent le parcours, c'est intéressant au niveau sanitaire, ça évite les accumulations d'éjections, etc. en sortie de trappe, souvent dans les systèmes où il n'y a pas forcément d'aménagement. Ça encourage moins les animaux à explorer tout le parcours. Et après, ce qu'on pourrait dire, peut-être aussi, c'est que l'arbre, il a un rôle aussi de recyclage des nutriments et d'assainissement du sol. Dans les systèmes où il n'y a pas d'arbre, on va dire, l'accumulation des déjections, etc., se fait un peu plus, quoi, en sortie de zone trap. Et il y a moins, on va dire, cet effet de recyclage qui est aussi bénéfique par les arbres, quoi. Au niveau du sol, je pense que ça peut avoir un intérêt sanitaire sur cette partie-là. Voilà, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Très Il y a, bien. il y a un, il y a un Oui, petit truc tout vas-y. bête aujourd'hui, c'est que l'éleveur doit aussi intégrer la gestion des eaux de pluie, Mm. dans l'impact sur le ruissellement et Tout à autres. fait. Et ça, c'est malheureusement souvent défaillant. Alors, Mm. l'arbre va favoriser la migration en profondeur, mais rien ne remplacera une réflexion sur la collecte des eaux de pluie et la gestion des eaux de pluie qui arrivent sur l'espace concerné. Mm. Alors, une dernière question qui vient d'arriver, peut-être que ce sera la conclusion. Vous avez parlé de rotation des prairies. Comment déplacer les protections contre les prédateurs? Alors ça, c'est de la logistique, me semble-t-il. Oui, c'est de la logistique, c'est de la réflexion sur l'analyse, quel est le prédateur. Parce que si c'est du renard, cet animal qui est fabuleusement intelligent, il va falloir naviguer, être performant, et c'est quelquefois complexe. Si c'est des oiseaux, je pense à l'autour des palombes, eh bien, dans le choix des aménagements, on peut lui pourrir la vie. Cet animal qui adore être en vol intermédiaire, pas très haut pour piquer, si les aménagements réalisés lui perturbent son vol habituel, ce sera un peu mieux. Et puis après, si on a des buses qui malheureusement ont des comportements déviants, là, il faut voir avec les acteurs de la société civile comment on peut gérer efficacement des buses qui deviennent prédatrices au-delà du raisonnable. Très bien. Alors, un dernier point sur le chat, là, on a parlé, en tout cas, je pense, au vu des photos, les gens ont compris surtout qu'on parlait de bâtiments fixes. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose sur les bâtiments mobiles? Je vous confirme qu'il y en a plein des exemples avec du bâtiment mobile en agroforesterie, et heureusement. Donc c'est pas du tout exclusif. Je ne sais pas si l'un de vous, ici présent, veut rajouter un mot là-dessus. Alors, les arbres sont fixes, eux, les Oui. aménagements sont fixes, mais l'aménagement doit intégrer le caractère mobile des bâtiments. Et ça se fait très bien, ça se réfléchit très bien. D'abord dans un cadre de règles de biosécurité, c'est pas parce que mes bâtiments sont mobiles que je suis affranchi de la biosécurité, et ensuite dans les stratégies de déplacement des bâtiments. Mais ça se fait très bien, ça se réfléchit, mais ça c'est dans le diagnostic, d'où le fait qu'on ne parachute pas un aménagement à l'infini, on ne le reproduit pas à l'infini. Très bien. Marion, un mot de la fin. Emma, Au si bout de tu es la fin, toujours là. ouais. Comment on ne te voit pas Non, j'allais dire qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais que C'était pas peut-être qu'à l'objectif. posteriori, on pourrait continuer à répondre aux questions. Ouais. C'est l'objet d'un nouveau webinaire, finalement, peut-être. Alors, Oui. on a volontairement pas répondu à toutes les questions trop spécifiques du pas style possible. quelle est la liste d'essence idéale pour faire un parcours volaille. Ça, vous aurez compris que c'est un métier qui dépend de l'endroit où on se trouve, qui dépend du sol, du climat, de ce qu'on veut faire. Philippe l'a un peu éludé rapidement. Mais voilà, c'est là où il faut se faire accompagner. On ne le dira jamais assez, mais c'est très important pour avoir le bon arbre au bon endroit et surtout bien gérer. Je vous propose,
s'il n'y a pas de contre-indication, de s'en tenir là pour aujourd'hui, sachant que bien sûr, on est toujours là demain et on est disponible pour tous ceux qui veulent aller plus loin, en savoir plus, avoir des contacts. L'histoire ne fait que commencer. Merci à tous Merci à vous. Merci à tous. et bonne fin de journée.